Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro.fr. Si vous n'êtes pas en Corse avec Emmanuel Macron, eh bien vous êtes à Paris avec quelqu'un qui est un fils adoptif de la Corse. Bonjour Christophe Baquier. Bonjour. On avait promis une surprise aux internautes du Figaro.fr hier soir, ça tournait en boucle sur le site internet et c'était la surprise du chef. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes un des deux lauréats du Michelin 2018 avec Marc Vera. Vous avez obtenu la 3e étoile, vous avez la tête dans les étoiles ce matin. Oui, c'est un grand bonheur, un grand bonheur. Comment on fait le passage de 2 à 3 étoiles au Michelin ? Sur les plateaux, regardez, avant de retourner voir les équipes et de fêter ça avec eux, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important à mes yeux. Chez qui vous avez dîné hier soir ? Au Plaza Athénée. Et ça valait le palmarès ? C'était extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez mangé ? On a mangé plein de choses. J'étais surtout avec des amis, dont Arnaud Donquel, Emmanuel Renaud, Édouard Loubet et Arnaud Lallemand, et on a fêté ça, voilà. Et c'était un grand moment de partage. Vous pouvez poser vos questions à Christophe Baquier, donner vos commentaires, donner votre avis. Il est là pendant une dizaine de minutes et avec lui, Stéphane Durand-Soufflant, bonjour. Bonjour. Qui a rangé les couteaux et qui a sorti les fourchettes, qui n'est pas là en tant que chroniqueur judiciaire, mais en tant que critique gastronomique du Figaro. Merci d'être avec nous. Emmanuel Rubin, critique gastronomique à Figaroscope. Et voilà, et pour tous ceux qui ont suivi également sur BFM autrefois, ont suivi tous vos bons conseils. Haché Menu, c'est le titre de votre livre, qui est un recueil de vos chroniques dans Figaroscope et qui est édité chez Éric Bonnier. À côté, François-Régis Gaudry. Alors, s'il vous faut citer tous vos livres, vos émissions, je crains qu'il y ait toutes les émissions, il y ait toute l'émission qu'il faille y passer, mais on retiendra que vous êtes grand reporter à France Inter, animateur dont on va déguster tous les dimanches entre 11h et 12h avant l'apéro, après la messe et à l'heure du brunch. Et bien sûr, à lire votre livre, on va déguster La France chez Marabout, sans oublier votre appli, très très bon, version numérique de votre émission sur Paris Première. Messieurs, est-ce que vous avez déjà une question à poser à Christophe Baquier ? Oui, peut-être une. C'est vrai que Christophe Baquier, ce n'est pas forcément encore un nom très connu du grand public. Et paradoxalement, dans le petit milieu, ce nom revenait très souvent sur la shortlist des prétendants au Michelin depuis 4 ou 5 ans. Et la question que j'ai envie de poser à Christophe, c'est que, évidemment, à force d'entendre son nom chaque année pour une éventuelle 3e étoile et de ne pas l'avoir, est-ce qu'on finissait par se faire à l'idée que ce n'était pas pour tout de suite d'avoir sa 3e étoile ? Non, je m'y suis jamais fait. En réalité, ça fait 4-5 ans peut-être, mais enfin pour moi, ça fait vraiment 3 ans qu'on est vraiment dans le curseur. J'ai l'impression qu'on est dans le curseur. Et grâce à je reviens sur les équipes parce que c'est important, parce que quand on revient et qu'on n'a pas ramené cette 3e étoile, il y a forcément un petit peu on n'est pas heureux, on a envie de partager ça avec les gens avec qui on engage des gens tous les jours dans les services pour servir, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et oui, c'était toujours un peu de déception. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, souvent on demande, passer à 3 étoiles, est-ce que ça a une retombée économique, est-ce que ça a une retombée culinaire ? Mais surtout, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça a surtout une retombée managériale. Mais oui, le rôle d'un chef aujourd'hui, ça fait partie du rôle d'un chef. Et donc, je revenais tous les ans et j'avais même moi, ça m'embêtait parce que tout le monde se défonçait pour y arriver. Et j'ai été très entouré par des chefs exceptionnels. Je parlais d'Arnaud Donquel tout à l'heure, a été pour moi quelqu'un d'extrêmement important. Parce que en plus d'être un copain, c'est même plus qu'un copain en finalité, c'est un ami qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours reboosté. Et ça c'est extrêmement important pour justement relancer la machine et se dire on repart et on y retourne. Et avec mon chef qui est exceptionnel, et voilà, mon chef pâtissier, mes gars en salle, et on se dit on y retourne. Allez, on remet le couvert, on y retourne. Sans découragement. Non. Et puis, les clients nous aident beaucoup parce que les clients nous poussent à aller vers ça. Tous les jours, quand ils rentrent, quand ils ont fini leur repas, quand ils nous disent « Mais chef, ça mérite, vous allez y arriver ». Ça vous a encouragé ? Mais bien sûr, ça encourage. On rappelle que vous avez été le seul chef de l'île de Beauté à être 2 fois étoilé et vous officiez au Castellet, dans le Var. L'hôtel, c'est un hôtel également et un spa qui est actuellement fermé, qui rouvrira que le 16 février. Ça quand même vous a étonné cette année ou bien vous disiez bon maintenant c'est bon, c'est cette année ou jamais ?
Non, on a quand même des curseurs qui se mettent un peu au vert au fil de l'année. Et là, sur ces dernières semaines, oui, je pensais que ça pouvait arriver, mais tout en restant extrêmement... Je gardais tout ça pour moi, pour surtout pas l'exprimer, parce que si ça vient pas, là, on reprend un deuxième coup de bâton derrière la nuque et ça fait mal. Donc il fallait que je reste, j'avais envie de rester de toute façon. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureux et c'est aujourd'hui que ça démarre, c'était pas hier. Emmanuel ? D'abord, félicitations au chef. Après, moi, j'ai plus envie de comprendre un peu le guide Michelin et ses coulisses, parce que c'est aussi lui la star. Vous le dites, les curseurs étaient ouverts, mais ils vont vous expliquer pourquoi ils vous ont mis 3 étoiles, ou vous ne savez toujours pas pourquoi vous les avez. Pas plus que vous saviez pourquoi vous en avez 2. C'est ça, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi on ne sait pas pourquoi vous avez 3 étoiles. Vos clients le savent, vos équipes le savent, mais le Michelin n'exprime pas ça. Est-ce qu'il vous le dit au moins à vous, en coulisses? Vous allez l'avoir, pourquoi vous l'avez? Qui vous permettrait d'avoir des curseurs, comme vous dites? Je pense que les inspecteurs sont avant tout des clients. Et donc, ils s'assoient à notre table. Vous les avez repérés? Vous les aviez repérés? Oui, on en repère quelques-uns, on essaye. Oui. Ben, c'est le jeu, hein. Et à un moment donné... Vous avez fait un effort particulier quand ils sont venus? Non, surtout pas. Mais pourquoi vous voulez que je fasse un effort? On travaille tous les jours de la même manière. Pourquoi ce jour-là, je devrais faire un effort? C'est justement en faisant un effort qu'on s'attelle tous les jours à organiser nos assiettes, à travailler sur le goût, la précision du goût, la précision de la cuisson, du produit. Je ne vais pas changer le jour où... Voilà, c'est justement, je pense qu'il faut garder cette ligne. Et puis voilà, non, maintenant, pourquoi? J'espère, c'est parce que notre cuisine a atteint une maturité qui aujourd'hui mérite cette distinction. Quelle maturité, quand vous dites maturité, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que les plats sont l'alliage des goûts, l'alliage des mets avec les boissons, ou bien un ensemble plus vaste? Je pense que c'est plus vaste, c'est certainement une maturité culinaire, comment l'expliquer, sensibilité. Oui, voilà, une sensibilité, un moment donné où la technique s'efface complètement, où on va réellement, et on s'attelle qu'au goût. On n'a pas besoin de paraître, il faut être, et ça a été, ces 2 dernières années, vraiment pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Ça change quoi dans les assiettes et dans le service de passer pour vous de 2 à 3 étoiles? J'espère qu'on ne va rien changer, parce que si on les a eus, je suppose, c'est qu'on les méritait. Qu'est-ce que ça récompense pour vous, c'est ça, précisément? Je pense tout le travail qui a été fait. Exactement, donc pourquoi je changerais demain matin? On va déjà... Le restaurant va passer, j'ai la sensation, d'après les échos de Gênes, de mes gens qui sont au Castellet, mes équipes, que ça a l'air de s'exciter fortement sur les réservations. Donc on va déjà garder le cap et on va s'atteler à faire ce qu'on faisait. Et ça sera déjà beaucoup. Stéphane? Non, vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser. C'est un peu comment, quand on a maintenant cette pression de ne pas perdre sa 3e étoile, parce qu'avant on veut la gagner, maintenant il ne faut pas la perdre, et comment vous sentez-vous pour préserver l'émotion de l'assiette? Parce que je trouve que dans les restaurants, ce qui compte avant tout, plus que la technicité, c'est l'émotion. Quand on est client, on est heureux, on est ému quand c'est très très bon. Je fais un poulpe, ça a été cité hier, un poulpe en aioli moderne. L'aioli est un plat... Qu'est-ce que c'est l'aioli moderne? Ça a été une méthodologie de cuisson qui a été apportée sur le poulpe, une sauce très aérée. Il a fallu partir d'un plat familial, convivial, à l'amener à la même convivialité, mais dans de la haute gastronomie. Et ça a été sur la texture du poulpe, sur la texture du produit, sur la cuisson des légumes qui a été extrêmement importante. Ça, c'est notre volonté. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à garder ça, parce que l'émotion passe à travers ces plats-là, à travers ces cuissons. Il ne faut pas changer. Je veux dire, moi, je veux surtout pas changer. Je veux surtout pas modifier quelque chose, parce que je pense qu'on ferait une erreur. Et bien sûr qu'on va avoir de la pression, parce qu'on est regardé, on est encore plus scruté. Mais je veux parler d'une pression positive. Et en ce qui me concerne, c'est ce que je veux. J'ai eu le titre de meilleur ouvrier de France, croyez-moi que la pression, je sais ce que c'est. En 2004, on a été à chaque période... J'ai été récompensé par le Goemio également. Oui, et à chaque passage d'une étoile à une autre, on m'a toujours parlé de pression. Il faut absolument garder cette pression positive, parce que c'est celle-là qui nous fait avancer. Et c'est un métier qui nous amène de toute façon à avoir toujours de la pression. Le service... Est-ce que vous êtes comme des athlètes de haut niveau? C'était une question qui était posée. J'adore, je fais beaucoup de vélo. Voilà, des vélos de route, j'adore ça, c'est le sport aujourd'hui que je pratique. En plus, à très forte dose. Alors elle va peut-être baisser un petit peu maintenant, mais c'était à très forte dose. Et et je pense que notre métier a beaucoup de similitudes justement avec le sport de haut niveau. Et
On est souvent, j'ai la chance de voir des gens du RCT, et du reste, j'ai fait un jour une apparition chez eux et pour une conférence, parce qu'on a les mêmes, il y a les mêmes, voilà, un entraînement, un discours dans un vestiaire, c'est ça notre métier. Il y a peut-être également, je fais du mauvais esprit, mais comme dans le cyclisme, il y a les sponsors également sur le, sur le maillot. Je pensais que vous alliez parler de dopage. Non, la question est, posez encore vos questions. Christophe Baquier est encore là, mais très peu de temps. Donc, si vous avez une question à lui poser, c'est maintenant. On salue Flo, Valentin et Kim qui viennent de nous rejoindre. Je reviens sur cette histoire de la pression, parce qu'autour du Michelin, ça a été quand même une grande question. Marc Vera, qui a été récompensé comme vous hier à la Maison des Bois à Manigot, avait renoncé à ses étoiles avant de revenir dans la course. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous comptez vous démarquer de tous ces chefs qui ont renoncé à leurs étoiles pour continuer à travailler dans la qualité, disait-il? Déjà, premièrement, je n'ai pas à commenter l'avis des uns et des autres. Déjà, ça, c'est une chose qui est certaine. Ensuite, s'il y a une deuxième chose qui est sûre, c'est que j'ai voulu, et j'ai tellement voulu arriver à ce niveau-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, je vais... Non, c'est extrêmement important. Pour nous, j'ai démarré en jeune cuisinier il y a 26 ans. C'était le Graal pour moi, c'était ce que je voulais atteindre. Le col bleu, blanc, rouge et 3 étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire. Il faut qu'on vive avec cette pression. Vous pensez qu'une sage-femme, quand elle met au monde un enfant, elle n'a pas la pression? Elle a la pression autant que nous, voire peut-être même beaucoup plus. Le Michelin récompense aujourd'hui clairement un compétiteur, un champion. Alors justement, et qu'est-ce que vous apporte le Michelin? À quoi sert pour vous le Michelin? À tout. Ça construit des carrières. Ça peut parfois les déconstruire, mais enfin en attendant, en l'occurrence, ça les construit. Et ça reste pour le monde de la cuisine, le monde de la gastronomie, et je pense une partie du monde, même une grande partie du monde de nos clients, la Bible est la référence. Et puis ça fait du bien à l'ego, très franchement. L'idée d'avoir 3 étoiles et d'entrer aussi d'une certaine manière dans l'histoire de la gastronomie. Je suis très heureux et très fier, mais en même temps, je vais rester très humble parce que je sais d'où je viens, je sais le travail et... Je sais le travail qu'il a fallu faire et il faut rester très humble. Allez, une question de Piotr. Il y a 2 dernières questions. Une question de Piotr. Allez, est-ce que vous allez augmenter vos prix? Vous avez répondu dans le Figaro ce matin. J'ai répondu non et je maintiens que non. On a tous les ans, on a une variation comme ça qui bouge et on l'a fait avant qu'on le sache et on ne bougera pas. Vous espérez que ça améliore quand même votre chiffre d'affaires? Je vous l'ai dit, d'après ce que j'ai compris ce matin, je pense que la régularité va faire de ça. Interview à retrouver dans le Figaro, interview menée par Colette Monsa et Alice Bozio. On a rendu beaucoup hommage à Paul Bocuse la semaine dernière. En quoi est-ce qu'il a été un exemple pour vous et en quoi l'a-t-il été? C'est la question d'Éric. Ça a été le premier chef pour moi que j'ai découvert sur un livre. Qu'est-ce que vous lui devez? Tout. C'est lui qui m'a remis ma première veste de meilleur ouvrier de France. Vous avez travaillé à Toulouse. Je n'ai pas travaillé avec lui, mais quand j'ai été meilleur ouvrier de France à Toulouse, c'est lui qui m'a remis ma première veste quand je suis monté sur la scène. C'est un homme exceptionnel il n'y a pas de mots pour qualifier cet homme-là tellement exceptionnel. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu la chance de le côtoyer plusieurs fois. Et voilà, pour le monde de la gastronomie, et bien au-delà, je crois que c'était un homme exceptionnel. Une toute dernière question, Christophe Baquier. Vous dites que vous appuyez sur la cuisine locale. Question provocatrice, est-ce que c'est un argument marketing ou bien est-ce que c'est... et sinon, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du goût et au niveau du prix? Qu'est-ce que ça m'apporte au niveau du goût? Alors au niveau du prix, pas forcément beaucoup, parce que parfois c'est plus cher. C'est plus cher de prendre local? Parfois oui. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est de faire travailler les gens autour de chez nous. Déjà, premièrement, c'est un lien social qui est extraordinaire. Ça, c'est la fibre sociale. Non, mais au niveau du goût? Au niveau du goût, vous imaginez une tomate qui est cueillie il y a 1 heure qui vous l'amène. Ça n'a pas été dans un frigo, ça n'a pas touché 50 caisses, ça vous est amené, c'est cultivé quasiment pour vous. Ça amène tout ce qu'il faut, ça amène le goût. Et c'est ce qui se retranscrit dans l'assiette. Parce qu'à ce moment-là, la technique s'efface et on laisse la place au produit. C'est ça la réalité. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Merci beaucoup, merci Christophe Baquier. Vous allez déjeuner où, là, à midi? Allez, au drugstore avec des amis à nouveau. Qu'est-ce que vous conseillez au drugstore de prendre? Je ne sais pas, j'y vais pas pour la première fois, mais je me laisse porter. Votre plat, votre spécialité?
Le poulpe, et j'adore le poisson et les crustacés. Voilà, ça c'est mon enfance. Même dans le Var, vous prenez, il y a des parce que tous les matins, je vais au marché à Sanary, je récupère mon poisson, je remonte, c'est ma fibre, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Et ça vaut 3 étoiles au Michelin. Merci beaucoup Christophe Baquier. Le Castellet dans le Var, ça rouvre le 16 février prochain. Merci beaucoup merci d'être venu avec vous, et vous êtes applaudi, et vous avez vos 3 étoiles sur la page Facebook du Figaro qui vous est donnée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci à Christophe Baquier qui donc nous a donné ses premières impressions. Alors nous, on vous pose également une question, vous allez continuer à nous les poser, vous allez donner votre avis, parce qu'en gastronomie, on donne toujours son avis et ses commentaires, et on attend de lire les vôtres. Pour l'instant, ça tarde, alors n'hésitez pas à nous les donner. Nous, en attendant, on vous pose une question, bien, est-ce que vous allez tout simplement acheter le guide Michelin? Vous retrouvez cette question sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs, et on les posera à nos invités qui sont aujourd'hui nos décrypteurs. Et on salue l'arrivée de Patrick Rambourg, parce qu'on est au Figaro, et au Figaro, on aime la gastronomie et également l'histoire. Vous êtes historien des pratiques culinaires. Alors ça, dit comme ça, c'est pas très appétissant, mais ce qui est beaucoup plus appétissant, c'est votre dernier livre, L'art et la table. C'est chez Citadel et Masneau, si je ne m'abuse. Et vous avez également écrit une histoire de la gastronomie qui est aux éditions Perrin. Un coup d'œil tout de suite, messieurs, parce qu'on a quand même bien avancé dans le temps, au palmarès du Michelin hier, donné hier donc à la scène musicale à Boulogne, 621 tables récompensées, c'est 5 de plus que l'année passée, donc plus 2 au niveau des 3 étoiles, plus 5 au niveau des 2 étoiles et plus 50 au niveau d'une étoile. Alors, on a eu Christophe Baquier, on a parlé de Marc Veyrat. Qui sont les autres lauréats et qu'est-ce qui vous frappe dans le palmarès, Stéphane? L'autre 3 étoiles, c'est Marc Veyrat, oui, qu'on ne présente plus. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui vous frappe dans le palmarès qui est tombé hier? Le Michelin, ce qui frappe souvent, c'est les absents. Enfin, c'est ceux que nous, on connaît quand on va au restaurant, aussi bien comme pour le boulot, comme chroniqueur gastronomique, ou pour le plaisir avec des amis. Et c'est toujours le grand mystère. Les absents, c'est mérité pour les absents ou pas? Quelle est votre déception? Si vous voulez, le Michelin, c'est quoi qu'on en pense, ça reste une espèce. Vous avez entendu ce qu'a dit Christophe Baquier. Pour lui, c'est le Graal, les 3 étoiles, c'est bon. Donc, c'est un fait. Maintenant, nous, chroniqueurs gastronomiques, critiques gastronomiques, on n'est pas forcément dans la roue du Michelin. On connaît d'autres adresses qui sont très très bonnes. Mais après, ils donnent les étoiles à qui veulent. S'ils veulent les donner à Marc Veyrat, c'est formidable. Moi, j'ai souvenir d'un repas. C'est mérité pour vous? Non. Moi, j'ai souvenir d'un repas en 2014 chez Marc Veyrat, vraiment pas du tout satisfaisant, hors de prix, 407 € tout seul avec une bouteille d'eau, un papier tue-mouche couvert de mouches mortes au-dessus de ma tête. Franchement, voilà. Je suppose qu'il l'a enlevé, le papier tue-mouche, parce que je l'ai écrit dans l'article. Mais pas l'addition. Bon, maintenant, honnêtement, il faudrait que j'y retourne pour voir. Mais moi, c'est pas un chef qui me fait rêver. Est-ce que vous êtes d'accord avec Stéphane Durand-Soufflant? Est-ce que vous pensez que la récompense à Marc Veyrat est imméritée? Et est-ce que vous pensez que ceux qui ne sont pas sur le palmarès, notamment Jean-François Piège, n'y est pas cette année, c'est ça? Il n'a pas 3 étoiles, Jean-François Piège. À Paris, il a 2 étoiles. Il n'a pas gagné la 3e étoile. Paris n'a pas été récompensé. Cette année, pas de 3e étoile à Paris. D'ailleurs, pas de 2 étoiles non plus à Paris cette année. Simplement une dizaine de 1 étoile. En province, je crois qu'il y a 2 étoiles nouveaux, vous l'avez dit. Alors moi, je ne les connais pas, je n'ai pas trop fait attention. Il y a un phénomène assez intéressant, c'est la façon dont le guide Michelin, ça fait une forme de mea culpa en réattribuant à Bruno Cirino, à l'Hostellerie Saint-Jérôme à la Turbie, donc grand chef de la Côte d'Azur, certainement l'une des lames les plus affûtées de la Riviera. Il lui avait enlevé sur une saute d'humeur sa 2e étoile en 2014. Il lui Une saute d'humeur? Très clairement, Bruno Cirino, c'est incontestablement l'un des talents les plus irradiants de la Côte d'Azur. C'est irradiant, ça veut dire irritant aussi. Non, mais au contraire, il met en majesté le produit du soleil. Il se lève à 4h du matin pour aller passer la frontière, aller en Ligurie, chercher le très bon produit. Voilà un chef absolument habité, passionné. Et effectivement, le fait de lui avoir enlevé sa 2e étoile en 2014, c'est passé pour une saute d'humeur du Michelin, pour une espèce d'agressivité assez injuste. La preuve, c'est que 3 ans après,
pour des raisons de toute façon par définition occultes et opaques, puisque le Michelin ne justifie pas sa méthodologie, il lui réattribue sa 2e étoile. C'est un fait assez marquant qui montre que le Michelin veut se montrer sous un visage un peu plus humain, Alors, un peu plus bisounours. Justement, Patrick Rambourg, quel regard l'historien porte justement sur ce palmarès et avec pas forcément le ton long, mais enfin l'expérience des années. Je parlerai moins du palmarès, mais je parlerai plutôt malgré tout de l'importance du Michelin dans la société française. Tout le palmarès qui est présenté, on parle des 3 étoiles, mais on peut parler aussi des bibes gourmands, on peut parler de tous ces autres établissements qui sont honorés. Et on se rend compte que dans chaque partie du pays, ça fait le buzz, ça fait la une des médias. C'est-à-dire qu'on voit l'importance en fait de ce guide au niveau de la société française et de l'importance historique. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, certes, on critique beaucoup le guide Michelin, mais le guide Michelin est là depuis le début du XXe siècle et il participe de l'histoire de la cuisine française et de la gastronomie française. C'est incontournable. Il avait été créé par des Michelin Oui. pour les automobilistes. À l'origine, c'est ça. À l'origine, il n'y avait pas du tout d'indication d'adresse de table gourmande. C'était d'abord des lieux pour se loger, donc les hôtels, etc., l'endroit pour prendre l'essence, puisque en 1900, date de création, il y avait quelques véhicules qui circulaient, mais ce n'était pas encore le tout-voiture comme aujourd'hui. Et il va falloir attendre, en fait, 1925-1926 pour voir apparaître les premières étoiles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est une institution, mais nous, on a posé la question sur Twitter. Est-ce que vous allez acheter le prochain guide Michelin? Et les twittos répondent en majorité, en écrasante majorité, à 81% très exactement, non pour... Voilà, tout est là. Oui, c'est très bien de raconter l'histoire du guide Michelin, on la connaît. Moi, je crois qu'il n'a plus aucune influence sur la société française. On ne parle d'ailleurs, c'est un guide qui condense et concentre à peu près 1000 tables, plus des hôtels. Finalement, une fois par an, on ne parle que des 3 étoiles. C'est à peine si on s'intéresse aux DE1. Dans la presse régionale, on va un peu parler des bibes gourmands de quelques tables, et ce sera oublié demain. Plus personne n'achète le guide Michelin. Dans les villes... 50 000 exemplaires vendus. C'est rien par rapport au battage, par rapport à l'histoire qu'il a eu, par rapport à l'importance. Ce sont les vrais chiffres. Et on n'est même pas sûr, l'opacité. Il ne représente plus rien de la société. Sa manière de communiquer, la non-transparence, la non-méthodologie en 2018, c'est fou. C'est une institution. Un mot, François-Régis Gaudry, et la réponse. Moi, je me situerai un peu entre les deux. Je suis assez d'accord avec l'idée que le guide Michelin a très clairement structuré notre paysage gastronomique, a mis en place une hiérarchie, une méritocratie qui est encore l'échelle de valeur essentielle pour les chefs. La preuve, c'est de voir la joie d'un Christophe Baquet. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué. Avec des efforts titanesques pour faire ressembler la cérémonie du palmarès à cette fameuse cérémonie on va revoir des images, à cette cérémonie des Oscars. C'est d'ailleurs Michael Ellis, le chef, le patron texan du guide Michelin, qui faisait allusion à la cérémonie des Oscars. Qui a hollywoodisé la Absolument. remise des... On est d'accord. Écran géant, paillettes... Faustine Boller bon, pour présenter. Combien de personnes connectées au Vous live? ennuyez là-bas? Combien de personnes connectées au live de la cérémonie des Michelin? Combien de personnes? 6 000. Voilà. 6 000 en France, 6 000 dans le monde francophone. Autant dire une goutte d'eau. C'est rien, c'est Ça fini. illustre un peu. Vous restez connectés sur le Figaro.fr et sur Figaro ça Live intéresse parce les que médias, justement, ça on fait va parler des tendances médias gastronomiques. locaux. Il y a quand même incontestablement un hiatus de plus en plus important, voire béant, entre le guide Michelin et le grand public. La parole est à la Défense. Oui, Patrick Rambourg. Oui, mais le fait de dire que c'est une institution, ça ne veut pas dire pour autant que ça se répercute dans les chiffres des ventes. Il est bien évident que depuis qu'il y a Internet, depuis 20 ans, 25 ans, moi le premier, je regarde sur Internet, je regarde sur le site Michelin, j'achète pas le guide. Donc voilà, et on est beaucoup comme ça. Et vous allez à un restaurant en fonction du Michelin ou pas? Je regarde souvent le Michelin avant de choisir un restaurant, mais pas nécessairement, c'est évident. Mais en même temps, ce que vous dites tous là... C'est un gage de qualité? D'une façon générale, oui, mais on peut être déçu. Comme mon voisin l'a expliqué. Donc on peut être déçu parfois. Mais quand vous allez dans un bib gourmand, d'une façon générale... un bib gourmand? C'est-à-dire c'est un établissement qui propose une bonne cuisine à un prix raisonnable, environ entre 30 et 40 euros, un menu complet. Et généralement, c'est tout à fait satisfaisant. On n'a pas posé la question, Christophe Baquier, c'est combien ces menus aux alentours? On est dans un établissement de grand standing quand même. Ouais. Alors certes, c'est pas les prix parisiens et en même temps, c'est un hôtel réputé très luxueux. 200 euros par personne. Voilà, 200-250. Ce qui est vraiment par rapport à la table majuscule, le service, le décor et puis les produits travaillés, ce qui est là d'un très très beau qualité-prix. Ouais. Stéphane, je voudrais qu'on regarde une photo, c'est celle d'Anne-Sophie Pic, qui est la marraine cette année du Michelin. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle va faire et pourquoi elle est là?
Je pense qu'on lui a demandé de venir, qu'elle a été très contente de participer. Elle a 3 étoiles, c'est une des rares femmes, c'est la seule femme qui a 3 étoiles en France. D'ailleurs, pas une seule femme sanctifiée il n'y a hier, pas de une femme dans le étoile palmarès. aux femmes. Alors que là, on connaît tous des chefs, des jeunes chefs. Qui, par exemple? Femmes. Moi, je ne sais pas, Aïka, il l'a fermé là, vous me direz. Adeline Gratta, Alors attendez, ne tombons pas dans un débat de spécialistes. Où on les trouve? Adeline Gratta, elle a une étoile à Paris, au Yamcha, du côté du Louvre, qui mériterait très sincèrement 2 étoiles, sans aucun souci. Voilà, moi je pense que c'est un palmarès, c'est vrai qu'il n'est pas. Mais il n'y a pas une femme chef qui a été sanctifiée hier, pas une. Il y en a de plus en plus dans les brigades. Alors ils peuvent toujours appeler Anne-Sophie Pic. Michelin, pendant des années, ils n'ont pas communiqué. Oui. Et depuis 2 ans, ils font une communication cosmétique. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas plus pourquoi ils remettent leur prix. Moi, ce qui est dingue, c'est qu'on ne peut pas remettre des prix, des étoiles, sans expliquer. Un critique, vous avez entendu tout à l'heure François Régis, quand il a parlé de Bruno Cirino, il y avait des mots. On nous expliquait comment sa cuisine irradie. Moi, je ne comprends rien au Michelin depuis des années. Je pense que c'est une institution qui a certainement marqué le curseur. Elle va aller de mal en pis. Elle n'a plus aucune audience. Et c'est terminé. On ne comprend pas leur système. Pourquoi ils retirent, pourquoi ils mettent une étoile. Ça n'amuse que ceux qui ont les 3 étoiles. Alors quels sont les critères, justement, quels sont les critères, Patrick? Il n'y en a pas. Et les étoiles recouvrent. On parle de 5 critères. Les étoiles recouvrent des réalités totalement différentes. Il n'y a aucun rapport entre des étoiles de Bélin à Plomodierne, par exemple, au Glazic, une très belle auberge bretonne, et les 2 étoiles de Jean-François Piège, rue d'Aguesseau. Ils ont la même note, mais c'est complètement. Ça n'a rien à voir. C'est comme Led Zeppelin et Bach. Enfin, vous voyez, on peut. Ce que je voulais dire, c'est que là, les critiques que on les avait déjà dans les années 70. Les années 70, au moment de la nouvelle cuisine. Donc, au moment de la cuisse. Se vendait à 500 000 exemplaires, quand même. Et faisait autorité. Et Hugo Millot arrive. Et Hugo Millot arrive, c'est vrai, mais c'est Hugo Millot qui a beaucoup critiqué le guide Michelin. Et malgré tout, quoi qu'on en dise, il a encore son importance. Et son importance ne se fait pas au travers de l'achat du guide. On a bien vu le plaisir du chef. On peut s'empêcher. Oui, on l'a vu effectivement à la place de Patrick Robin. Il l'a clairement dit, c'était son objectif. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'empêcher de considérer que le guide Michelin traverse une crise identitaire. Et quand même, la preuve, c'est que ces gesticulations médiatiques, la façon dont ils essaient de faire monter la mayonnaise médiatique, cette espèce de mélange des genres, à faire appel à tel jeune chef pour cuisiner pour la soirée du Michelin, à faire appel à Anne-Sophie Pic pour monter sur scène, ça démontre... Et pour empêcher en fait de renoncer à ces étoiles. Anne-Laure nous demande qui, selon vous, sont les grands oubliés du Michelin cette année. Allez, vous me dites chacun un grand oublié et on passe à la dernière Moi, partie. j'ai une affection particulière pour un chef dont j'ai plusieurs fois testé la cuisine et je vous rejoins tout à fait. C'est pas Stéphane Durand-Soufflant. Non, mais c'est Olivier Belin, l'auberge des Glazic, en l'occurrence dans le Finistère. J'y ai fait de très belles expériences et je considère qu'il pourrait facilement se hisser à la 3e étoile. Donc, après, on cite d'autres chefs Belin, comme Alexandre Couillon à Noirmoutier. Alexandre Couillon à Noirmoutier. Moi, en fait, je trouve qu'actuellement, il n'y a pas véritablement de restaurant qui, à mes yeux, mériterait ces 3 étoiles. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est plutôt tous ceux qui, dans la nuit dernière, ont perdu leur étoile, sans qu'on leur explique pourquoi. Laurent Peugeot à Pernan-Vergelès, en Bourgogne. Ce garçon-là ne sait plus pourquoi. Parce qu'on va regarder le palmarès, il y en a plus 5 qui ont eu des... On peut des déclassés. Il y a plus 5 tables. Voilà, oui, c'est 30 € de chiffre. On regarde, il y a plus chiffre d'affaires en moins dans la nuit. On va regarder plus 5 tables qui sont récompensées cette année. C'est le solde. Dans les 2 étoiles, mais en réalité, on voit qu'il y a beaucoup de pertes, puisqu'il y a plus 50 restaurants, une étoile, et au final, il n'y a que plus 5 tables qui sont récompensées. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même une bonne quarantaine qui ont dû disparaître, voire une bonne cinquantaine qui ont dû étrangement, disparaître. vous observez que le guide Michelin, il est très compliqué d'avoir les informations. Pour un journaliste comme moi qui fait un papier décryptage sur qui a été rétrogradé, qui a perdu ses étoiles, là, le Michelin qui, encore une fois, apparaît sous un visage humain, ne veut absolument pas communiquer sur les rétrogradations. La parole, encore une fois, à la Défense. Patrick Rambourg, les critères d'attribution, selon... Il est clair qu'on ne les connaît pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a vu récemment dans les médias qu'on en présentait 5. Donc, alors maintenant, est-ce que c'est ça? Ce qui était présenté, moi, ce que j'ai lu, c'était essentiellement par rapport aux produits, à la technique culinaire et à ce qui était présenté. Mais personnellement, je pense que c'était une des critiques principales que l'on faisait au guide Michelin déjà il y a quelques décennies. L'environnement, je veux dire, le lieu joue un rôle très important.
Autre critique, celle qui est faite par Jean-Marc sur Figaro.fr. Le Michelin est une institution. Malheureusement, le végétariat, qui depuis plusieurs années s'est emparé du triple étoilage, a fait que les restaurants concernés semblent faire partie d'une galaxie inatteignable, sauf à une élite fortunée qui fréquente ces établissements parce qu'il faut les fréquenter au même titre qu'il faut être vu à Courchevel. Bon, alors là-dessus, je serais plus nuancé parce que évidemment, ça coûte plus cher. Vous avez entendu tout à l'heure Christophe Baquet, le boulot qu'il fait pour cuire un poulpe. Il y a 20 personnes autour du poulpe, donc ça coûte plus cher. Mais en province, en France, on peut aller dans des 3 étoiles sans non plus se ruiner et passer d'excellents moments. Alors justement, vous anticipez par rapport à la deuxième partie, Stéphane. On va écouter ce que disent quand même. Je voudrais qu'on réécoute les internautes. C'est Juliette Saint-Jean qui travaille aux réseaux sociaux qui a collecté leurs réactions et vous revenez, vous réagissez ensuite. Alors pour les internautes, le guide est avant tout la consécration du goût et la consécration d'un mythe. Mais beaucoup expliquent ne pas pouvoir s'y rendre au vu des prix de ces établissements. Lucie se dit curieuse des résultats du guide, mais se désole d'en avoir fait qu'un seul à titre exceptionnel, faute d'argent. Et enfin, selon Alan, le guide Michelin est en perte de vitesse et ça va continuer de toute façon, car depuis Internet, il y a d'autres moyens de se renseigner sur un restaurant. Pour ma part, je soutiens les chefs restaurants qui font le boulot réel et je fais autant confiance à l'avis d'un client lambda que celui d'un critique gastronomique de profession. Et voilà, ça c'est très intéressant parce que toute la problématique est résumée. Je ne pars en voyage jamais en voyage sans mon guide Michelin, ce que nous dit René. C'est une référence internationale, donc quand même certains le prennent. Cette histoire de l'argent, vous savez, quand on aime la bonne cuisine, c'est aussi une affaire d'émotion, de plaisir. Et vous voyez, on peut aller à la Grenouillère, par exemple, chez Alexandre Gauthier, prendre son grand menu qui doit être autour de 130 €, à la Madeleine sous Montreuil, dans le Pas-de-Calais, près du Touquet. C'est un endroit absolument extraordinaire, exceptionnel. Et bon, il a eu sa deuxième l'an dernier. Il a 2 étoiles, on paye 135 € par personne, ok. Mais des gens vont mettre, je sais pas, vont s'acheter une voiture customisée parce que ça leur fait plaisir, vont claquer un argent monstrueux là-dedans. C'est une affaire. Après, on dépense. Vous reprenez d'ailleurs tous les termes des débats qu'il y a sur les forums du Figaro. Il y a un autre cas de figure quand même que je voudrais vous soumettre. C'est celui de Jérôme Brochot, qui est chef du restaurant La France à Monceau-les-Mines. En Bourgogne, et qui déclarait dans nos colonnes le 21 novembre dernier: le bassin minier à Monceau-les-Mines souffre d'une crise sans précédent depuis 5 ans. J'ai perdu 80% de ma clientèle. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre cette décision à contre-cœur, c'est-à-dire de renoncer à son étoile. Est-ce que, Patrick Hambourg, il n'y a pas effectivement un problème, c'est que le déclassement d'une partie du pays peut être une menace pour notre gastronomie? Je ne sais pas si c'est une menace pour notre gastronomie, mais là on voit bien que... En fait, tout tourne autour de l'économie, c'est fort intéressant. Tout ce que j'ai entendu là, on parle d'argent, on parle d'économie, on parle de pression, on dit quand une étoile arrive... On parle d'émotion aussi. On parle de l'émotion aussi, c'est vrai. Mais là, bon, ce que vous dites concernant le chef est très véridique, c'est-à-dire que un restaurant, un établissement, c'est aussi une entreprise, il a besoin d'une clientèle pour fonctionner, et il est évident qu'un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, a besoin d'une clientèle, comment dire, ce qu'on appelle entre guillemets les élites, en quelque part. Mais les élites en province comme les élites parisiennes, ou même un voyageur, on peut mettre 100 €, 100, 200 € pour un établissement. Et il est évident qu'une région en crise, forcément, ça touche le secteur de la restauration. Mais le problème de la restauration n'est pas que par rapport à la clientèle, il est par rapport aussi à la modernité du métier. Justement, précisément, est-ce qu'on a raté des virages en gastronomie, et est-ce que le guide Michelin a raté des virages? Il en a probablement raté, mais... À la gastronomie, le guide Michelin roule droit. Mais je voudrais d'ailleurs qu'on regarde cette déclaration d'Alain Ducasse qui disait, à propos des étoiles, voilà, les étoiles, on peut vivre sans, mais on vit beaucoup mieux avec. C'est à peu près... Oui, mais n'oublions pas que les étoiles, c'est comme la France. Ça fait partie de l'image de la gastronomie française au niveau international. On nous enlève les étoiles, on nous enlève le guide Michelin. Alors déjà que le regard que l'étranger peut avoir sur la cuisine française aujourd'hui est parfois, comment dire, un regard très critique, ça n'empêche pas qu'on a quand même des chefs fabuleux dans ce pays et qu'il faut le montrer, il faut les valoriser. Alors certes, on peut passer par le guide Michelin, il y a d'autres guides, il y a d'autres moyens de valoriser tous ces chefs et tous ces restaurants. Que valent les autres guides Juste pour revenir sur le guide Michelin, mais personne ne veut la mort du guide Michelin ni des étoiles. On veut juste que ce soit mieux. C'est quand même pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il améliore, Emmanuel Rubin? Déjà de communiquer, déjà d'expliquer une méthodologie, déjà d'écrire. Parce que c'est un hiéroglyphe, comment voulez-vous qu'une génération qui n'a pas biberonné à la gastronomie aux étoiles ouvre ce guide qui est écrit en 2018 en hiéroglyphe? Si vous comprenez quelque chose à ce guide, bah bonjour. Voilà, c'est tout.
expliquez-nous votre méthode, pourquoi vous retirez une étoile, pourquoi vous en mettez, pourquoi il y a 3 étoiles, pourquoi il y en a 2, pourquoi il y en a une. C'est quand même pas compliqué. Une erreur typique d'appréciation qu'on cite souvent concernant le guide Michelin et qui montre que parfois il n'a pas pris le pouls de la cuisine telle qu'elle se faisait en France. Il y a eu une quinzaine d'années, se développe un formidable mouvement à Paris, puis ensuite en région, de la bistronomie. L'un des chefs de file de cette bistronomie et de cette cuisine créative, qui était le principe d'avoir une cuisine ambitieuse, impertinente, audacieuse dans l'assiette, mais à prix relativement raisonnable. Un des exemples, c'était Iñaki à Ispitart, Châteaubriand, avenue Parmentier, dans le 10e arrondissement ou le 11e arrondissement de Paris. Bon, voilà que 10 ans après la bataille, le guide Michelin, qui a toujours été autiste finalement à ce mouvement de la bistronomie et assez adopté une réaction justement assez réac par rapport à ces chefs-là, décide cette année d'attribuer une étoile au Châteaubriand. Le chef lui-même dit, mais c'était il y a 10 ans qu'il fallait me la donner. Il n'y avait pas des petits guides que Michelin avait développés également. En tout cas, le guide Michelin n'a jamais vraiment su par quel bout prendre ce mouvement très important qui pourtant était un vrai signe de vitalité de la gastronomie parisienne et française. Parce que ces restaurants-là sont pleins. Ces restaurants-là sont pleins, absolument. Ils n'ont pas besoin du guide Michelin, ce chef. Le Michelin est passé à côté. Iñaki Aspitart, il dit, je ne veux pas de cette étoile. Ce qui est tout nouveau dans l'histoire du guide Michelin. On parle des lecteurs, on parle du public, et vous me parliez des chefs. Mais pour la première fois depuis 10 ans, les chefs commencent à dire on n'en veut pas. Pour des raisons économiques, parfois on l'a vu avec Jérôme Brochot, ou plus, parce que ça nous met une pression immesurée, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on l'a. Ça, c'est nouveau dans l'histoire du guide Michelin. Je m'adresse à l'historien, il ne pourra pas me raconter comment, en un siècle, on a vu des chefs, pour la première fois dire on n'en veut plus. Au revoir, basta. Allez, basta. Patrick Sanderans l'a déjà fait. Oui, mais Laissez parler, Patrick Rambourg. On a déjà plusieurs chefs qui ont... Depuis 10 ans. N'oublions pas que, tout va mal. quelque part, la parole s'est révélée, les chefs se sont rebuffés d'une certaine façon depuis le suicide de l'oiseau. Il est évident que là, il y a une cassure qui s'est faite. Mais comme les chefs... Michelin a tué l'oiseau. Je ne dirais pas ça. Non, ah non, surtout pas. Non, je ne dirais pas ça. Non, pas du tout. Non, mais comment dire, les chefs ont dit clairement ce qu'ils avaient sur le cœur à ce moment-là. En gros, c'est une histoire d'amour-haine quelque part entre les chefs, les guides et les critiques. C'est exactement ça. Les uns et les autres ont besoin des uns et des autres. James nous dit, le guide concerne, je vais mettre un peu d'ambiance, le guide concerne les bobos au fort pouvoir d'achat, c'est du marketing pur et dur. Ça, c'est un peu démago comme réaction. Pas complètement faux non plus. Pas complètement faux, mais on reprend l'exemple des bulbes gourmands. Figaro-scope contre France Inter. Non, c'est en tout cas l'effort du... Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est l'effort du guide Michelin d'aller vers... Le bobo n'est pas forcément le diable, François. Non, mais on est d'accord avec ça, mais je veux dire, ça c'est une façon de stigmatiser une forme de gastronomie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le paysage gastronomique français, c'est peut-être bien la force de notre pays, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour toutes les bourses. Il y a des petites expériences que vous pouvez faire à 25 €. J'en ai fait encore une par un jeune chef japonais qui franchement fait tout sauf vous arracher la carte de crédit, et vous en avez d'autres effectivement. On citait tout à l'heure le Plaza Athénée. Un nom, demandez Stéphane. Le japonais. Le restaurant Abri, rue du Faubourg Poissonnière. Voilà une formidable expérience. La seule chose, c'est qu'il faut s'y prendre effectivement 6 mois à l'avance pour réserver. Et ce qui est vrai, c'est que dans certains quartiers désignés comme bobos, il y a des restaurants qui sont très terroirs, qui justement jouent cette carte-là. Absolument. Et qui sont d'une excellente facture. Les bobos, ils ont fait beaucoup de bien à la gastronomie. Oui. Juste dire que la gastronomie française ne se résume pas aux 3 étoiles. La gastronomie française, c'est beaucoup plus large que ça. Donc les bibes gourmands, je trouve que c'est une très bonne idée quelque part. Parce que ça amène une clientèle qui peut-être hésite à aller dans certains établissements, à d'abord aller dans ces établissements, puis après aller découvrir les autres établissements. Il nous reste 1 minute 30, messieurs, et c'est passionnant. Juste deux questions très rapides. Entre le guide Michelin réalisé par des pros et TripAdvisor, ou n'importe quel qui donne son avis, lequel des deux fait-il le plus peur aux restaurateurs ? Alors moi, sincèrement, entre TripAdvisor, avec les excès que l'on connaît, et notamment la vocation défouloir de temps en temps de ce restaurant, avec des clients hystériques qui publient des commentaires sur un coup de tête, sans la moindre argumentation, et un guide aussi opaque soit-il, mais qui pour le coup fait sérieusement par des enquêteurs avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais qui au moins payent leurs additions et font leur travail avec une certaine forme de déontologie, personnellement, j'ai plutôt fait... Bon, vous votez Michelin, mais lequel des deux fait le plus peur aux restaurateurs, selon vous ? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus TripAdvisor. Pour les raisons que vient d'expliquer François Régis, et alors là, je peux être très critique vis-à-vis du Michelin, mais alors il faudrait refaire une émission sur TripAdvisor, parce que là, c'est la sulfateuse. Ok, on la fera. À quoi sert le Gomillot ? C'est la question de Germaine, c'est-à-dire que valent les concurrents du Michelin ? Stéphane ?
il sert à la même chose, mais c'est un autre point de vue, plus développé, peut-être plus novateur, voilà. Mais après, les guides, et puis il y a nos chroniques aussi, et lisez les journaux. Nous, lisez Stéphane Durand-Soufflant, c'est un plaisir de lecture. Vous lisez Emmanuel Rubin, vous écoutez François Régis, et vous lisez Patrick Rambourg. Juste un mot sur les internautes, tout ça. Nous, les guides et nous, les journalistes qui aimons notre métier, on sait le boulot qu'il y a derrière. Quand on va au restaurant, malgré tout, on peut être déçu. On peut trouver ça pas terrible. Et puis, on a nos goûts propres. Moi, j'ai des cuisines que je préfère par rapport à d'autres. Mais je sais que derrière, il y a une brigade, qu'il y a des gens qui bossent, qui triment. C'est un boulot très dur. Et nous, on prend ça en considération. Alors que les défouloirs d'Internet, comme sur tous les défouloirs, les gens, ils vont au restaurant, ils ne sont pas contents pour une raison ou pour une autre. Ils vous font des trucs, vous ne savez pas qui c'est. Quand ils y sont allés, parce qu'on sait que des restaurants fictifs ont de très bonnes notes dans ce tribunal. Voilà, ce sera peut-être l'un des autres débats et l'un des autres problèmes. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter ça parce que c'est l'heure d'aller déjeuner. C'est très très bon, c'est le nom de votre application également. On rappelle rapidement vos livres, parce que quand même il y a donc Haché Menu, Éric Bonnier, on va déguster la France. Exactement. Votre livre avec Pascal Robert Diard également, qui n'a pas du tout de... Là on range Jour de crime. On sort alors là, les couteaux. Genre de crime, c'est chez l'Iconoclaste. Mais c'est très bien quand même. Et ça vous va très bien, oui, c'est très bien écrit. Et Patrick Rambourg, L'art et la table, c'est chez Citadel et Masno. Et si vous aimez la gastronomie et l'histoire, vous pouvez également vous référer au dernier numéro de Figaro Histoire. Vous apprendrez comment cuisiner avec Jean-Robert Pitt des escargots à l'ancienne. En attendant, vous restez sur Figaro.fr et sur Figaro Live, qui est de retour à 12h06. Le talk Yves Tréhard reçoit Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. La suite des programmes, elle est au-dessus de la bannière lefigaro.fr, aujourd'hui sur Figaro Live. Et vous avez à la fois les programmes qui vous attendent et les programmes disponibles en replay, dont bien sûr les décrypteurs. À très vite.